Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un ensemble de textes vraiment fascinants. On a des contes, des légendes, du Maghreb, du monde arabe, d'Afrique Loire aussi, et même du Japon, de l'Égypte ancienne. Mais pas seulement ça. On a aussi des analyses, disons, plus académiques sur les coutumes, les rituels, surtout au Maroc, et puis sur les idées morales dans différentes sociétés. Oui, effectivement. Nos sources sont assez diverses, en fait. D'un côté, il y a ces recueils d'histoires populaires, transmis de bouche à oreille, quoi, comme ceux de Mireille de Regla ou Ousmane Sosé. Et de l'autre, on a les travaux ethnographiques très détaillés d'Edward Westermarck, notamment sur les cérémonies de mariage, les croyances au Maroc. Et puis des réflexions plus larges sur l'origine des idées moraux, la justice. Un beau mélange. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de dégager un peu les fils conducteurs, les détails qui surprennent, et puis les perspectives uniques que ces textes nous offrent. Sur les croyances, les sociétés, la magie, la justice, l'art de raconter, tout simplement. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur le surnaturel, les codes d'honneur, par exemple, ou les rôles sociaux, enfin, sur la condition humaine, quoi. Alors, accrochez-vous un peu parce qu'on va découvrir des mondes où le merveilleux, il est juste à côté du quotidien, où des objets magiques peuvent décider d'un destin, où les animaux parlent, et où les codes sociaux, parfois très stricts, régissent tout. On verra par exemple comment une simple baguette de coudrier peut rendre la justice, si on peut dire. Ou comment des rituels de mariage complexes au Maroc, ils mêlent protection contre les esprits et affirmation des liens sociaux. Tout à fait. Et au-delà des contes, justement, les travaux comme ceux de Westermarck nous donnent une fenêtre incroyable sur la manière dont des concepts comme la baraka, cette espèce de sainteté, de vertu bénie, imprègnent la vie de tous les jours au Maroc. Elle peut résider chez certaines personnes, comme les shérifs, les descendants du prophète, ou les saints, les marabtins, mais aussi dans des lieux ou même des objets. C'est très concret. Et on explorera aussi cette croyance quasi omniprésente aux jnoun, ces esprits souvent invisibles, et toutes les précautions qu'on prend pour les éviter, les apaiser, surtout après la prière de l'Assar l'après-midi ou pendant le Ramadan. C'est très présent. Mhm. Et on va aussi aborder la justice et la morale, telles qu'elles apparaissent là-dedans. On a des récits parfois un peu crus, comme cette femme fouettée par une baguette magique, ou des seigneurs tyranniques, mais aussi des histoires de ruse, de justice rendue. Je pense au jugement du Cadi Ayas, par exemple, ou la vengeance très méthodique des 47 Ronins au Japon, et même les tours joués par le lièvre dans les contes africains. Oui, et on mettra ça en perspective avec les observations sur les coutumes et les lois. Comment est-ce que la vengeance privée, par exemple, évolue vers un système de punition plus public? Comment la société voit la responsabilité quand un acte est commis sous l'emprise de l'alcool ou par accident? Les sources abordent aussi la complexité des relations sociales, par exemple la soumission supposée des épouses face à des droits coutumiers qui en fait les protègent aussi, ou encore les justifications historiques, morales parfois, qu'on invoquait pour des institutions comme l'esclavage, ce qui contraste évidemment fortement avec les condamnations d'aujourd'hui. On parlera aussi de magie, bien sûr, omniprésente. Des transformations incroyables, un homme changé en brebis au Maghreb, un boa qui prend forme humaine en Afrique, des objets avec des pouvoirs surnaturels, des rencontres avec des dieux, des esprits, comme le dieu Susanoo au Japon ou Anubis en Égypte. C'est vraiment un univers où le surnaturel fait partie intégrante de la réalité. Exactement. Et ces éléments magiques, ils ne sont pas juste là pour faire joli, Ils reflètent souvent des croyances très profondes sur le monde, la guérison, le destin. Pensez au petit papyrus égyptien qui est censé ramener une enfant à la vie, ou aux pêches divines qui sauvent Izanagi des enfers dans la mythologie japonaise. Même les rituels marocains contre le mauvais œil là-bas, ceux qui utilisent le chiffre 5, ou des objets noirs, des symboles en forme de deuil, tout ça, ça relève de cette interaction constante avec des forces invisibles qu'on croit bien réelles. Bon, c'est parti pour cette analyse alors. Alors, un point de départ qui frappe tout de suite, c'est justement cette cohabitation entre le monde qu'on voit et puis cet univers invisible très peuplé et très influent. Comment les sources décrivent cette interaction au quotidien? Au Maroc, d'après Westermarck, on le voit bien. La vie de tous les jours est pleine de précautions face aux djinns. On croit qu'ils aiment certains endroits, les seuils des portes, les points d'eau, les cendres, les latrines. Surtout après la prière de Lazare, l'après-midi. Là, il serait plus actif. Ah oui, d'accord. Donc, on évite de jeter de l'eau chaude sans dire bismillah, par exemple.
On utilise du sel, du goudron, de l'acier même comme répulsif. Cette omniprésence, elle façonne vraiment les gestes les plus simples. C'est une sorte de gestion constante du risque invisible, en fait. Et cette idée de forces surnaturelles qui interviennent directement, on la retrouve ailleurs, mais différemment, non? Dans les contes africains, par exemple. Absolument. Prenez l'histoire de Sabo Nyuma. Il est aidé par un génie invisible, le Guinaru, pour faire un truc impossible. L'aide est là, mais la relation est super fragile. La peur de sa femme, quand elle entend la voix du génie, ça brise le pacte. Ah oui, d'accord. Ou, dans un autre genre, la princesse Fatimata. Elle découvre que son mari, si séduisant, est en fait un bois métamorphosé grâce à la magie. Le surnaturel est puissant, oui, mais souvent ambivalent, voire dangereux. Dans les contes africains que vous citez, l'interaction semble plus directe, plus personnelle, avec des génies spécifiques ou des êtres transformés. Et au Japon, alors, les sources parlent de dieux comme Susanoo. Au Japon, oui, les récits comme celui de Susanoo qui combat le serpent à 8 têtes. Ça montre une intervention divine plus directe, presque héroïque. Les dieux, les kami, ils peuvent aider les humains contre des monstres. D'accord. Il y a aussi l'histoire du Rashimataro, ce pêcheur qui va au palais sous-marin du dieu dragon. Là, c'est encore autre chose. C'est une immersion dans un autre monde, un monde avec des règles différentes, surtout pour le temps. 3 jours là-bas, c'est 300 ans sur Terre. La rencontre avec le divin ou le merveilleux, ça a des conséquences profondes et souvent irréversibles. Ce qui est fascinant, c'est que malgré ces différentes gestions de l'invisible au Maroc, pacte fragile en Afrique, dieux qui interviennent au Japon, il y a cette reconnaissance commune que notre réalité humaine, elle est traversée, influencée par des forces qui nous dépassent. Et les rituels, ça semble être la réponse un peu universelle pour essayer de naviguer là-dedans. Les rituels de mariage marocains que décrit Westermarck sont particulièrement parlants, je trouve. Tout à fait. Le mariage, c'est un moment de transition clé. Les époux sont vus comme très vulnérables au djinn et au mauvais œil là-bas. Donc, chaque étape est codifiée pour protéger. Les bains rituels, le henné qui a une vertu purificatrice et protectrice, les vêtements blancs, l'encens, tout ça, ça crée une barrière symbolique. Oui, et la mariée est souvent cachée, transportée dans un palanquin, la maria. Le bruit aussi est important. Les coups de fusil, les youyous stridents d'Ifam, les zouarites, c'est censé faire peur aux esprits malveillants. Il y a des moments clés aussi comme l'arrivée du marié, non ? Oui, avec des gestes très précis. Parfois, il doit sauter par-dessus une corde tendue, comme un obstacle magique. Il peut devoir donner de l'argent pour ouvrir la ceinture de la mariée, Flusnin Elzam. C'est un geste symbolique fort. Et le partage de nourriture, souvent des dattes, du lait, des figues, ça scelle l'union, mais ça apaise aussi les forces en présence. Tout ça montre bien à quel point le contrat social du mariage est lié à un contrat implicite avec le monde invisible. Passons à un autre grand thème qui traverse tout ça, la justice et la morale. Là aussi, les approches varient énormément, on dirait. On a parlé de la baguette magique, qui fouette une femme jugée dépensière, dans un conte maghrébin. C'est une justice un peu instantanée, surnaturelle. Mais à l'autre bout du spectre, on a l'histoire des 47 Ronin. Ah oui, l'histoire des 47 Ronin au Japon, c'est emblématique. C'est une conception de la justice basée sur l'honneur, la loyauté absolue. Pour venger leur maître, Asano, qui a été poussé au suicide, ces samouraïs planifient méticuleusement l'assassinat de celui qui l'a provoqué, Kira. Ils savent que c'est illégal, selon la loi du shogun. Ils le savent très bien, hein. D'ailleurs, ils se feront seppuku après. Mais selon leur code d'honneur, le Bushido, c'était une obligation morale suprême. Et la population les voit comme des héros. La loyauté, le devoir envers le groupe ou le maître, ça passe avant la loi de l'État. C'est une vision très codifiée, très spécifique à une classe guerrière, ça. Dans les contes arabes, on trouve une autre figure de justice, le Qadi Ayas. Lui, sa force, c'est pas les armes, c'est l'intelligence, la ruse psychologique. Exactement. Le Qadi Ayas, il est célèbre pour sa perspicacité. Il représente une justice basée sur la capacité à voir la vérité derrière les apparences. L'histoire où il démasque un voisin malhonnête qui nie avoir reçu de l'or en dépôt est typique. Il utilise un stratagème psychologique pour le coincer. C'est une justice qui repose sur l'intelligence individuelle, la connaissance de la nature humaine, plus que sur un code d'honneur rigide ou une intervention magique. Et en Afrique, avec le personnage du lièvre, On est encore ailleurs. Il n'est ni juge ni samouraï.
Le lièvre, oui, dans les contes d'Afrique, de l'Ouest surtout. Il incarne la justice du faible contre le fort. Une justice obtenue par la ruse, l'intelligence. Il trompe l'hyène, les défend, des animaux bien plus puissants mais moins malins. Ces méthodes sont pas toujours morales, au sens où on l'entend. Il ment, il triche. Oui, c'est vrai. Mais il rétablit souvent un équilibre qui est perçu comme juste par l'auditoire populaire. C'est une sorte de revanche symbolique contre l'arbitraire de la force brute. L'intelligence, la débrouillardise, ce sont les armes de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ce qui est frappant quand on compare ces exemples, les renins, le cas des yayas, le lièvre, la baguette magique, c'est que le mot justice recouvre des réalités vraiment très différentes. Devoir d'honneur, intelligence déductive, ruse subversive ou même intervention magique directe. Ça reflète sans doute des structures sociales et des valeurs fondamentales très distinctes. La coutume, celle qui n'est pas écrite, précède la loi formelle et coexiste avec elle. La vengeance de sang, par exemple, c'est souvent vu comme un devoir sacré avant que l'État n'impose des compensations financières ou des punitions publiques. Ce n'est pas juste un droit, c'est une obligation sociale. Ne pas venger un proche, ça attire le blâme de tout le monde. Il mentionne aussi un concept marocain intéressant là-dessus, le har. Oui, le har, c'est une pratique fascinante. Une sorte de mise en demeure conditionnelle très très puissante. En faisant un acte rituel spécifique, comme sacrifier un mouton sur le seuil de quelqu'un, ou même juste jeter son turban à ses pieds, une personne crée une obligation quasi sacrée pour l'autre de répondre à sa demande ou de réparer un tort. Refuser d'acquis le har, donc refuser d'accepter cette obligation, ça expose à un malheur ou à la honte publique. C'est un mécanisme de justice sociale très fort qui fonctionne en dehors des tribunaux, basé sur la pression sociale et la peur d'une sanction presque surnaturelle. On voit bien cette tension, oui, entre la coutume, qui est profondément ancrée, et la loi plus formelle. Westermarck aborde aussi la question de la responsabilité. Comment on juge un acte involontaire ou commis sous l'emprise de l'alcool. C'est complexe. Les sources montrent des approches variées. Aristote, déjà, notait que certaines lois punissaient plus sévèrement un crime commis en état d'ivresse, parce que l'ivresse elle-même était vue comme une faute. D'autres systèmes peuvent distinguer l'acte de l'intention. Westermarck observe qu'au Maroc, l'intention joue un rôle, oui, mais que la responsabilité collective du groupe, la famille, la tribu, pour les actes d'un de ses membres, reste très forte dans la coutume, même si la loi chérifienne, elle, tend vers une responsabilité plus individuelle. Et cette complexité, on la retrouve aussi dans les relations sociales, j'imagine. Par exemple, entre mets-femmes ou maîtres et esclaves, telles qu'elles apparaissent dans les textes. On trouve des récits qui parlent de la soumission des femmes, c'est vrai, mais on trouve aussi des mentions de droits coutumiers qui les protègent via le contrat de mariage, notamment le sédac, cette partie de la dot qui est versée à l'épouse et qui lui appartient. De la même manière, l'institution de l'esclavage est présente dans certaines sources, parfois avec des justifications historiques ou religieuses. Des arguments qui nous choquent aujourd'hui, bien sûr, mais qui étaient utilisés à l'époque, comme le fait que ce serait une institution très ancienne, voire voulue par Dieu selon certains théologiens cités. Ces éléments montrent bien la complexité et l'évolution des normes morales au fil du temps. Abordons maintenant la magie plus spécifiquement. Elle imprègne tellement de récits. Au-delà des rituels de protection dont on a parlé, il y a des manifestations spectaculaires. Les transformations, par exemple. Ah oui, il y en a partout. On a déjà mentionné le boa qui prend forme humaine en Afrique. Au Maghreb, il y a ce conte où un homme rencontré par un mendiant se change en brebis, juste pour être transporté plus facilement. C'est une magie presque utilitaire, anodine. Hmm. À l'inverse, dans les légendes égyptiennes, les dieux comme Thoth ont d'une magie immense, capable de manipuler la création elle-même. C'est une autre échelle. Et les objets magiques? La baguette de coudrier n'est pas la seule, j'imagine. Loin de là, au Japon, il y a la cassette qu'Urashima reçoit du dieu de la mer. C'est un cadeau empoisonné. Elle contient les années qu'il a perdues. L'ouvrir le fait vieillir instantanément. C'est un objet qui symbolise le temps, la perte. Ah ouais, puissant. En Égypte, Anubis, le dieu à tête de chacal, il donne à la mère de la petite Mouti un papyrus censé la ramener à la vie. Même si ça échoue dans le conte, l'objet porte cet espoir immense de déjouer la mort. Ces objets ne sont pas juste des accessoires, hein. Ils sont chargés de sens, de pouvoir. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est une vision du monde où la frontière entre naturel et surnaturel est très poreuse. Où l'intervention divine, magique ou des esprits, c'est une possibilité constante. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Et cette vision, elle façonne pas seulement les histoires qu'on raconte.
mais aussi les manières de vivre, de se protéger, de chercher la justice, comme on l'a vu avec les rituels ou la croyance en la baraka. La baraka, cette force bénéfique, on la recherche activement. On essaye de la capter par le contact physique avec un saint ou un objet saint, en buvant l'eau de ses ablutions, en mangeant les restes de son repas. C'est une sorte d'économie spirituelle très concrète, en fait. Alors, si on rassemble un peu tous ces fils, la gestion de l'invisible, les visages multiples de la justice, la présence de la magie, qu'est-ce que cette exploration nous apprend en finale? Plusieurs choses me semblent importantes. D'abord, la vitalité incroyable de la tradition orale et des récits, pour véhiculer des normes culturelles, des peurs, des espoirs. La loyauté jusqu'à la mort des Ronin, la malice qui sauve du lièvre, la crainte respectueuse des djinns. Tout ça, c'est une sorte de pédagogie culturelle informelle très puissante. Ensuite, on mesure à quel point la religion, la magie, les règles sociales sont intriquées. Elles forment un système cohérent pour donner du sens au monde et pour guider l'action. Et malgré l'immense diversité des contextes, on est passé du Japon féodal à l'Égypte ancienne, aux sociétés d'Afrique ou du Maghreb. On retrouve des préoccupations humaines fondamentales, non rhinolites, indéniablement. La recherche de justice face à l'injustice, le dilemme entre la loi et la conscience ou la loyauté, la confrontation à l'inconnu, à la mort, la nécessité d'un ordre social, la complexité des relations humaines. Ces thèmes résonnent partout, même si chaque culture y apporte ses réponses propres, avec ses héros et ses monstres spécifiques. Des héros comme Kumagai, ce guerrier japonais tiraillé entre devoir et compassion, ou des figures sages comme le cadi Ayas, qui côtoie des démons intérieurs, ou des esprits bien réels comme les djinns. C'est comme si ces textes nous offraient une mosaïque très riche, très colorée de l'expérience humaine. Explorer ces sources, c'est accéder à des logiques différentes, comprendre d'autres façons d'habiter le monde avec ses enchantements et ses terreurs aussi. C'est aussi potentiellement un miroir qu'on nous tend pour nos propres sociétés. La distinction que faisait Westermarck entre la coutume, ces règles non écrites, mais si puissantes, qui dictent souvent l'honneur, la réputation, les obligations sociales, et la loi formelle, celle de l'État, elle reste pertinente aujourd'hui, je pense. Même maintenant, nos comportements ne sont pas régis uniquement par le code pénal ou le code civil. Absolument. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question à laisser mûrir un peu. En observant comment, dans ces sources, la coutume et la loi interagissent, se complètent ou s'opposent, on peut se demander dans quelle mesure notre propre perception de ce qui est juste ou injuste, acceptable ou pas, est-elle aujourd'hui davantage guidée par ces normes sociales implicites, souvent invisibles, héritées, ce qu'on attend de nous dans nos cercles privés, professionnels, amicaux, plutôt que par les lois écrites qui structurent officiellement notre vie collective. Une question à méditer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse approfondie avec nous.